À la sortie de la maternité, quand j'ai commencé à voir ma mère, j'ai eu une dissociation et je ne comprenais pas où j'étais, qui j'étais. Je ne pouvais pas être maman. La mère, c'était ma mère. Et est-ce que devenir mère, c'est être un peu moins la fille de sa mère aussi? Oui, devenir mère, c'est être moi la fille de sa mère, sûrement. Mais ça, je me suis pris dans la tronche en devenant maman. Je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 42 ans et je suis maman de 2 petites filles de presque 3 ans et 1 an et demi. Je vis à Bordeaux avec mon chéri, près de la famille, et puis en arrêt de travail depuis plusieurs mois maintenant. J'ai rencontré Marie-Caroline au lycée, juste après le décès de ma mère. L'un de nos premiers sujets de conversation d'ailleurs. Et puis nous avons grandi ensemble, jamais loin l'une de l'autre, ni de sa famille à laquelle je suis très attachée. C'est d'ailleurs dans le studio d'O2N, le groupe de son frère Alix, que nous réalisons son interview. Le moment est chargé, pour elle comme pour moi. Marie-Caroline fait partie de mes amies sœurs, celles dont on ne se lasse jamais et que l'on finit par connaître par cœur. Mais au cours de notre entretien, j'ai réalisé tout le chemin intérieur qu'elle avait parcouru pour s'émanciper du modèle de ses parents et pour construire sa propre vision du couple et de la maternité. Est-ce que tu peux me parler de ta venue au monde, de ta naissance, du contexte de ta naissance? Je suis arrivée, mes parents, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. Ma mère a rencontré mon père, elle avait 15 ans, et mon père 18 ans. Elle était folle amoureuse de lui, il était fou amoureux d'elle. Ils se sont rencontrés au Maroc et ma mère a tout organisé pour être avec mon père. Donc il y avait, son objectif, c'était mon père. Ses études, c'est un peu passé à la trappe. Ses amis, non, c'était mon père. Elle avait 15 ans, donc en fait, elle avait, de ce que j'ai compris, quelques copines à l'époque, mais très vite. Puis elle avait chopé le beau gosse, quoi. Donc c'était, voilà, j'ai l'impression que c'était un peu un challenge. Et ça a été compliqué parce que mon père est parti en France, elle est restée au Maroc 2 ans, ils sont restés séparés. Et entre-temps, elle a perdu son frère d'une leucémie. Elle avait 17 ans, il en avait 18. De ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, en fait, elle l'a rejoint en France. Il était prévu qu'elle prenne un appartement pas loin de mon père en France. Mes grands-parents étaient OK. Et pendant l'été, mon père a rompu. Et du coup, ma mère est quand même venue en France, quand même venue dans cet appartement. Et après, mon père a essayé de la récupérer. Elle savait que elle voulait se marier avec lui, avoir des enfants. Elle voulait avoir des enfants, quoi. Et donc, ils se sont mariés en 78. Et puis, elle est tombée enceinte en 79. Je suis née en janvier 80. Et là, ma mère, par contre, ils étaient à Bourges, dans une maison de campagne, au milieu. J'ai vu la maison. Il y a rien aux alentours. Et il y a rien à des kilomètres à la ronde. Et puis ma mère qui était tout seule avec moi et mon père qui était militaire à l'époque et qui était en caserne et en manœuvre tout le temps. Et donc elle m'expliquait qu'elle faisait des tours dans ce domaine-là, dans la forêt, toute seule avec moi. Mais donc en fait on était toutes les deux, quoi. Et donc j'imaginais sa solitude, en fait. C'est fou, alors qu'elle ne m'a jamais parlé de solitude. Comme si je comprenais la fusion enfin, les racines de notre fusion avaient peut-être pris leur source à cet endroit-là. Et après mon frère est arrivé et puis pareil, tous les deux bébés. Puisqu'on a 14 mois d'écart, et à Bourges, du coup, dans cette campagne. Mon père a été muté en Allemagne, à Trèves, où ma sœur est née. Mes parents ont eu 3 enfants en 3 ans. Entre-temps, la mère de ma mère est décédée, et donc ma petite sœur est née dans un contexte où ma mère, je pense, avec mon recul aujourd'hui de maman, était épuisée, seule, avec 3 petits bébés. Elle m'explique que c'était des super années, c'était trop beau et tout. Moi, je vois ça comme une énorme solitude et elle a enchaîné en fait des étapes importantes de sa vie sur un court laps de temps. Et c'est plusieurs années après qu'elle a avoué que pour elle avait vécu une période certainement de dépression qu'elle voulait complètement cacher. Donc ma mère sourit tout le temps, elle est toujours heureuse, elle est toujours joyeuse.
parce qu'elle a voulu absolument montrer qu'elle était une femme forte et qu'elle n'avait pas le droit de se plaindre et que donc elle voulait montrer ça à mon père. On est arrivé d'Allemagne dans un petit village qui s'appelait Châteaufort, qui était un petit village de Gaulois, comme disait mon père, un petit village médiéval avec une partie toute neuve, avec que des maisons nouvelles. Et il y avait plein de familles avec 2, 3, 4 enfants qui arrivaient tous en même temps dans ce quartier. Donc ma sœur avait moins d'1 an, moi je rentrais en maternelle et mon frère un peu plus jeune, 1 an de moins. Et voilà, et en fait je pense que ça a été un cadeau ce village pour mes parents et pour nous parce que on a vécu comme dans une grande colonie de vacances pendant 10 ans, quoi. Les portes des maisons étaient tout le temps ouvertes. On rentrait chez les uns, chez les autres comme ça. On avait tous des enfants de la même génération. Ma mère avait monté une association avec une autre maman. Et donc après, c'est devenu une grosse asso pour permettre à tous les enfants du village de faire des activités à moindre coût. Donc du coup, il y avait des cours de musique, des cours de danse, du sport. Et du coup, tous les enfants du village, c'était devenu un peu le cœur du village. Et donc, on était tous bourrés d'activités tout le temps. Donc, je courais entre la musique, la danse, les activités d'orchestre. Enfin bon. Et en plus, c'était un petit village, on était très en sécurité. Donc, moi, j'étais libre. J'étais tout le temps dehors. On était tout le temps dehors. Et on était à vélo tout le temps. On grimpait dans les arbres. On était tout le temps dehors. Libre. Quel souvenir tu as de ta relation avec ta mère ces années-là? Est-ce que tu avais des moments privilégiés avec elle, toi? Non. J'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir que vers mes 7-8 ans, je crois, j'avais des grosses crises d'angoisse, des énormes peurs d'abandon, de mort. J'avais une peur viscérale que mes parents et surtout ma mère meurent ou nous abandonnent. J'avais l'impression que j'étais pas du tout écoutée dans ces angoisses. Et voilà. Et ensuite, mon frère en a eu, et ensuite ma sœur aussi en a eu. Et après, ma sœur, je m'en souviens que petite, j'allais du coup la réconforter parce que j'étais tellement empathique parce que j'avais vécu ça quelques années avant. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi? Ma mère ayant perdu son frère et sa mère quand moi j'étais toute petite, quand j'étais bébé en fait, je m'étais dit que ça venait sûrement de là. Du coup, peut-être un contact trop tôt avec la mort, qu'à l'époque on ne nous expliquait pas. C'était forcément connecté avec ma mère, parce qu'en fait, j'étais tellement connectée avec ma mère depuis toute petite, tellement en fusion, que mon père, il était là pour l'éducation. J'adore mon père, il nous a tellement transmis, mais le lien était viscéral avec ma mère. Donc moi, toute la transmission, je l'ai longtemps cherchée du côté de ma mère, en fait. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis le fruit des deux. Ma mère, en fait, n'était absolument pas à l'époque, quand j'étais plus jeune, autonome, ni indépendante émotionnellement. Et je pense que c'est pour ça que je la voyais pas comme une femme. C'était une amoureuse et une mère. Est-ce que tu avais le sentiment de devoir la protéger, ta mère, quand tu étais enfant? Ma mère, je l'ai jamais connue avec ma grand-mère. En fait, j'ai pas de souvenir. J'avais 3 ans quand elle est décédée. Et donc, il y avait personne au-dessus de ma mère. Ma mère, elle était toute seule, un peu. Elle avait pas de maman. J'ai jamais connu ma mère avec sa maman. Et je pense que ça a joué aussi quelque part le fait qu'elle soit toute seule. En fait, je la voyais un peu fragile. Est-ce qu'il y avait de la tendresse beaucoup entre ta mère et toi quand tu étais enfant? Les moments de tendresse dont je me rappelle, c'était le caressage de cheveux. Et très tard, je pense jusqu'à mes 27 ou 28 ans. Je m'allongeais sur le canapé et ma mère me caressait les cheveux devant la télé. J'ai mis longtemps à me dire que j'étais une adulte. Bon, en fait, mes parents ne nous ont pas laissé grandir, je pense aussi. Raconte-moi ça, justement. Comment tout ça a évolué? Pourquoi tu me dis ça? Il a fallu, j'ai l'impression, que je sorte d'une toile d'araignée, que j'enlève une peau pour devenir une femme, quoi.
Ma mère, elle avait rencontré mon père, elle avait 15 ans. Donc moi, il y avait toujours eu cet objectif ça je l'ai compris plus tard, hein, mais depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je suis amoureuse, c'est-à-dire qu'il faut chercher un homme. Et mon premier amoureux, il était, je m'en souviens en maternelle, ensuite je me souviens de celui de CP, je me souviens de celui de CM1 et de celui de CM2 et de 6e et de 5e, tout le temps, partout. Et mon premier vrai amoureux au collège, donc j'avais quasiment l'âge de ma mère quand elle a rencontré mon père. Ça a été horrible pour moi quand on a rompu. J'ai rompu en plus parce que j'avais l'impression que je devenais une pute. Parce que du coup, j'allais avoir d'autres hommes vu que j'étais plus avec lui. Mais ma mère, elle avait eu un seul homme dans sa vie. Et ça a été, je pense, je me réalise en te parlant, mon premier acte de liberté vers moi-même. Et j'avais l'impression de dépasser ma mère quelque part. Il y avait un truc et en même temps de transgresser. Et d'ailleurs, ensuite, après, ça a été difficile sur le plan intime avec les garçons pendant plusieurs années, je pense, parce que du coup, j'avais des relations amoureuses, mais sur le plan sexuel, c'était compliqué parce que je pense que j'avais pas le droit. Et ensuite, j'ai toujours vécu dans la dépendance amoureuse et affective. C'était hallucinant. Je réalise avec du recul à quel point je n'existais pas, moi. Comme si j'avais été conditionnée pour être là pour un homme. Comme ta mère un peu? Comme ma mère. Alors que, paradoxalement, mon père m'élevait pour devenir une femme indépendante. Je pense que d'un côté, du coup, en tant que femme, mon modèle, c'était une femme amoureuse qui, à 15 ans, rencontre l'homme de sa vie, ensuite fait des enfants et fait tout pour ses enfants et son mari et s'épanouit dans ce schéma-là. Et d'un autre côté, un père hyper indépendant professionnellement et qui me pousse à aller vers cette indépendance-là. Donc moi, une dissociation entre les deux qui n'a fait que grandir ensuite pendant mes études. Ensuite, j'ai fait des études de droit. Et là, j'ai commencé à découvrir un univers intellectuel qui m'a connecté à une partie de moi incroyable que j'avais jamais imaginée. Et pour moi, ça a été un chemin vers la liberté. Je découvre Paris, en plus dans les plus beaux quartiers. Je vis mon indépendance. Là, je rencontre quelqu'un avec qui je vais rester 9 ans. Parce qu'évidemment, il y a toujours ça derrière quand même. Je peux pas être toute seule. Et puis Pourquoi ? C'est inimaginable à l'époque d'être sans homme. Inimaginable, c'est incroyable. Je ne peux pas vivre sans homme. Je ne suis pas capable. Il faut chercher un homme, peu importe là où je suis. Raconte-moi cette histoire d'amour. Cet homme était très libre, très indépendant. Et moi, j'ai passé 7 ou 8 ans sur toute notre relation, à être jalouse, à avoir peur. Et je n'ai compris qu'à la fin de notre relation, quand on s'est séparés, qu'en fait, j'avais été jalouse de sa liberté. Et j'ai tellement bataillé, lutté dans cette relation pour faire comme mes parents. Et lui ne s'est tellement pas laissé faire. Et moi, c'était viscéral, c'était dans mes tripes. Il fallait absolument qu'on soit fusionnel, qu'on fasse tout ensemble. Et j'ai tellement souffert dans cette relation. Ces deux modèles se sont tellement heurtés l'un à l'autre. Mon modèle à moi de couple fusionnel et son modèle à lui de couple hyper indépendant, qu'à un moment donné, pour m'en sortir et arrêter de souffrir, il a fallu que je trouve une solution. Et là, il a fallu que que je tombe enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me mets en position fétale. Donc, je viens de voir le test, il est positif. Et je me dis, mais c'est pas moi la mère. Ma mère, c'est ma mère, mais c'est pas moi. Devenir mère, pour toi, c'était prendre la place de ta mère ? Ah oui, à l'époque, oui. À l'époque, je pense, comme si devenir mère, c'était prendre la place de ma mère. Et également, moi, via mon travail et mes études, là, j'avais commencé une thèse en droit. C'est un vrai conflit à l'intérieur de moi parce que là, j'avais toujours imaginé que j'aurais des enfants. Parce que ma mère, mon modèle féminin, forcément, c'est ma mère. Donc, je vais être mère à un moment donné. Et là, ça devient réel. Sauf que moi, ma vie, j'ai commencé à la construire en tant que femme. Et que j'adore ma vie, quoi. Et qu'est-ce que ça va venir tout bouleverser. Mais bon, j'accepte. Comment réagit ta mère ? Elle est hyper heureuse.
Et puis en fait, j'apprends que je finis par l'accepter et tout, et par être OK avec cette idée, et être bien même et tout. Et là, on me dit qu'en fait, le cœur s'est arrêté et que je vais faire une fausse couche. Psychologiquement, comment t'as vécu finalement cette fausse couche? Puisqu'en fait, dans ce que tu me racontes, t'en voulais pas vraiment de cet enfant. Oui, je pense que la fausse couche, elle est clairement liée à mon état psychique de l'époque, vis-à-vis de cette grossesse. C'est pour ça que j'ai pu la vivre en paix après. J'ai accepté en me disant, mais de toute façon, c'était évident que ça allait pas pouvoir. J'ai tellement refusé cette grossesse, mais par peur identitaire, en fait. Je ne pouvais pas être mère, parce que la mère, c'était ma mère. Le coup de grâce a été donné par une deuxième grossesse que j'ai eue 1 an après cette fausse couche. Et là, tout de suite, il y avait commencé à avoir un réveil à l'intérieur de moi. Et je sentais que je me libérais de ma mère. Et que j'étais en train de rompre le cordon, au sens figuré du terme, avec mon père et ma mère, parce qu'on continuait de s'appeler tous les jours, etc. Et à l'époque, des psys m'avaient dit, mais il faut couper le cordon. Et moi, je m'étais énervée en disant, mais ça veut dire quoi, couper le cordon? Oui, on s'appelle tous les jours. Et alors, ça voudrait dire qu'il faudrait plus que j'appelle mon père et ma mère tous les jours. Et moi, c'était hors de question. Et non, à ce moment-là, j'ai compris que couper le cordon, c'était vraiment me détacher de ce qu'ils avaient pu me léguer et de choisir, en fait, ce que je prenais de leur histoire et garder ce qui me faisait du bien. Et j'avais le droit de rejeter certaines choses. Mais c'est hyper dur d'identifier les choses qui ne nous conviennent pas, en fait. Et ça s'est manifesté comment, concrètement? Le fait de te libérer de ta mère? L'avortement. J'ai été voir mon copain de l'époque et je lui ai dit, je suis enceinte. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de moi, qui est trop important, et je ne sais pas si tu vas aimer cette nouvelle personne qui est en train de naître. Et moi, je ne sais pas, en tant que nouvelle personne, si je vais t'aimer aussi. Sauf que là, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, on a un bébé qui arrive. Et je ne veux pas faire peser cette responsabilité sur le bébé. Donc en fait, je ne peux pas le garder. Et je préfère prendre le risque qu'on se sépare plutôt que faire peser ça sur un bébé. Parce que si en plus là je le garde, si on le garde, je vais prendre le chemin de ma mère et je vais devenir comme ma mère. Et là c'est pas possible parce que je sens qu'il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir, il faut que je la prenne cette porte pour devenir moi. La première grossesse, le bébé aurait dû naître le jour de mon anniversaire. Et la deuxième grossesse, le bébé aurait dû naître le jour de mon anniversaire. Les 2 termes étaient les mêmes, c'était le jour de mon anniversaire. Et donc pour moi, ces 2 grossesses, c'était comme si c'était une naissance de moi-même, en fait. Quelle relation tu entretiens avec ta mère pendant toutes ces années? Est-ce que tu es proche d'elle, toujours? Ou est-ce que tu as besoin de te distancier un peu? Raconte-moi aussi un peu ta relation avec ta mère pendant toute ta transformation. Elle, je suis en lien quotidien. Elle participe à toutes mes réflexions parce que dès que j'ai une réflexion, elle est liée, en fait, à tout mon travail. J'avais besoin de me comprendre et puis je sentais que ça les bousculait aussi et ça me faisait plaisir de les bousculer parce que je pouvais pas évoluer si eux n'évoluaient pas aussi. Qu'est-ce que tu voulais faire bouger chez ta mère? Pour qu'ils m'autorisent à changer, il fallait que eux-mêmes changent. Et d'ailleurs, c'était ce qui était en train de se passer. Ma mère avait fait un travail sur elle pour justement s'autonomiser de mon père, ce qui avait beaucoup bousculé mon père. Donc mon père forcé avait dû faire la même chose. Ils en sont sortis hyper épanouis et ils sont repartis après pour 20 années beaucoup plus épanouis ensemble. Et petit à petit, lentement mais sûrement, j'ai créé des branches qui n'étaient plus un homme jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me sente plantée. Que je ressente vraiment une liberté à l'intérieur de moi, de femme. Donc pour exister, je ne peux plus être dans un couple passionnel. Et là, c'était pour moi une trahison du modèle de mes parents. Et j'avais l'impression quelque part de trahir ma mère. Parce qu'en fait, j'avais besoin qu'elle devienne femme pour moi voir comment on faisait. Et en même temps, être mère, c'est aussi être femme. Mais complètement. C'est une façon, en tout cas, d'être femme. Complètement. C'était vraiment... Mais moi, en fait, j'ai mis longtemps à comprendre que je ne la sentais pas libre de mon père. Je la sentais, en fait, prise dans un lien à mon père qui l'empêchait d'être elle-même. Et je pense que ces liens-là, que j'ai toujours vécu ensuite en couple, m'a tellement emprisonnée, m'empêchait d'être heureuse, que j'avais du mal à imaginer qu'elle puisse l'être. Et là, finalement, c'est moi qui devenais femme,
Et j'ai l'impression du coup, c'est très vertigineux, quelque part, de dépasser sa mère. J'accédais à quelque chose auquel elle n'avait jamais accédé, j'avais l'impression. Est-ce que tu as déjà douté de ton désir profond de maternité à ce moment-là? Je commençais à questionner parce que j'avais 37-38 ans. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu n'en veux pas? Et j'ai commencé à accepter l'idée que peut-être que j'aurais d'autres choses à faire qu'avoir des enfants. Et ça m'a fait très bizarre d'être vraiment en paix avec ça. Et puis, je pense que ça doit être 1 mois après où j'ai rencontré Alex sur Tinder. Et je me suis dit, oh là là, mais un homme qui veut s'engager et en même temps qu'il me laisse ma liberté d'être. Moi, je lui ai aussi dit, je te préviens, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, j'ai besoin de cette liberté-là, machin, etc. Et lui, en fait, je crois qu'à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un comme moi. En fait, à son contact, j'ai commencé à me dire, mais ça me titille. Et je me suis dit, j'ai besoin de vivre l'expérience de cette féminité, en fait, de cet état de femme. Est-ce qu'on peut continuer d'être femme en étant maman? Et c'est bizarre, mais j'ai voulu être mère pour vivre cette expérience. Donc voilà. Et le fait d'avoir rencontré Alex, il me donnait envie, en fait. Donc au bout d'1 an, je suis tombée enceinte. J'ai pas du tout kiffé la grossesse, en fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à perdre des neurones et du coup à ce que mon cerveau ne soit plus capable. Donc je perdais de la certitude. Je me sentais vulnérable. Je sentais mon corps vulnérable. Donc cette grossesse, j'ai fait un peu comme si elle n'existait pas. Et ensuite, vers le 5e, 6e mois de grossesse, là j'ai réalisé que j'allais devoir accoucher. Et là, c'était la plus grosse peur de ma vie depuis toujours. Toi, ta naissance s'est bien passée. Qu'est-ce qu'elle t'en a raconté, ta mère? En fait, j'étais il y a eu du méconium, donc j'étais en souffrance. Et donc, elle a dû avoir une césarienne d'urgence. Donc moi, en fait, j'ai réalisé que j'avais, je pense, une peur phobique de l'accouchement depuis vraiment toujours. Parce que n'étant pas passée par cet endroit-là, par voie basse, je ne savais pas comment faire pour naître par voie basse, alors que c'était pas moi qui allais naître, c'était mon bébé. Mais du coup, je ne savais pas comment j'allais pouvoir l'accompagner là-dedans. Et donc, toute mon attention a été sur l'accouchement. Et là, je suis en salle de travail, je sens que le bébé est là, que ma fille est à la porte. Et là, je sens que je suis attirée, je suis debout. On attend que la table soit prête. Et là, je sens que j'ai l'impression que la terre-mère m'appelle, m'aspire. Et je pense que là, j'ai vraiment eu une peur. En une fraction de seconde, j'ai réalisé que j'avais un nouvel état qui allait arriver, que je voyais plus de retour en arrière possible. Et en fait, je pense que inconsciemment, j'ai senti que j'allais devenir mère. Et j'ai flippé. Et du coup, j'ai fermé, j'ai tout fermé. J'ai demandé la péridurale, c'était la dernière seconde. Et après, tout a été ralenti. Qu'est-ce qui te faisait tant peur que ça, dans cette nouvelle identité de mère? Pour moi, devenir mère, c'était se perdre. Et ensuite, ma fille a été mise sur moi et là, ça a été l'explosion d'amour et enfin, c'est complètement fou. Quand Elora Margot est née, donc mon aînée, il y a eu plusieurs semaines durant lesquelles j'avais l'impression de plus exister aux yeux de ma mère. Et j'avais l'impression que quand elle rentrait dans une pièce et que j'avais Elora Margot dans mes bras, c'était un peu comme si elle me poussait. Une image un peu, elle me mettait de côté, elle me regardait pas, elle me poussait, elle prenait ma fille et moi j'existais plus. Donc effectivement, et en plus c'est la naissance d'Elora Margot qui a fait devenir ma mère grand-mère. Et donc elle aussi a dû découvrir son statut de grand-mère et je pense qu'elle avait imaginé, elle m'avait toujours raconté comment elle serait grand-mère. Et pour moi, elle serait grand-mère comme elle avait été mère. Et en fait, non. Elle est beaucoup plus libre et indépendante qu'à l'époque. Et donc, du coup, moi, ça me fait vachement bizarre.
alors que j'ai toujours demandé d'être libre et indépendante. Et elle devient femme maintenant. Et du coup, les grands-mères différemment. Est-ce que le fait d'être mère de fille, ça te reconnecte aussi à ta féminité? Ça m'ouvre une part de moi qui est de douceur et de connexion à l'univers et aux autres femmes et qui est d'une puissance incommensurable, comme l'accouchement d'ailleurs. Enfin, c'est une expérience que je suis tellement heureuse de vivre. Je sais pas si j'aurais pu être mère de garçon. Vraiment, je me pose la question. Je suis très contente d'avoir un neveu parce que comme ça, peut-être que j'aurais pas à avoir de garçon. Est-ce que ça me reconnecte à ma féminité? Oui, je vois clairement un miroir de moi dans mes filles, c'est fou. Bon, après, j'en ai conscience, donc je me dis que ça peut peut-être les sauver de mes projections, d'en avoir conscience. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes filles de plus important, de plus fort? La liberté d'être elle-même. Et moi, aujourd'hui, je voudrais réussir à aider mes filles à écouter leur petite voix intérieure, à les accompagner et à leur faire confiance. Parce qu'en fait, la seule personne avec qui elles seront toute leur vie, c'est elles-mêmes. Et la meilleure personne qui sera capable de leur dire ce qui est bon pour elles, c'est elles-mêmes. Et je veux pas qu'elles soient dépendantes des hommes, je veux qu'elles soient accompagnées d'un homme pour que ça soit leur partenaire de vie. On se tient main dans la main, on avance côte à côte, quoi. Pas on se fusionne, on se répare l'un l'autre. Tout ce que j'ai connu pendant toutes ces années, c'est... Et encore une fois, c'est pas une critique parce que moi j'ai vu mes parents faire ça et leur histoire est magnifique. C'est l'une des plus belles histoires d'amour que je connaisse autour de moi. Et donc c'est très bizarre de dire ça, mais là ils auraient fêté leurs 50 ans. Finalement, ta mère, elle a été aussi heureuse que toi? Oui. Autrement? Elle a été aussi heureuse en tant que mère et en tant qu'amoureuse que moi en tant que femme et aujourd'hui en tant que maman. Sauf que c'était deux chemins différents. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ta mère? Je suis encore en recherche de cette nouvelle relation parce que j'ai l'impression de lui avoir pris sa place. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Peut-être parce que je me sens plus sa fille. En fait, je me sens sa fille, mais différente. Et ça me fait très bizarre, parce qu'en fait, j'ai été sa fille très longtemps, vu que j'ai eu des enfants tard. Donc, finalement, avoir des enfants à 39, 40 ans. Et puis, je suis devenue femme, entre-temps. Donc, je sais pas comment dire. J'ai pas besoin d'elle de la même manière. Donc, il y a aussi quelque chose d'une nouvelle relation à créer en devenant mère. Moi-même. Et puis, elle a perdu une fille aussi. Donc, elle en a plus qu'une. Mais elle devient 3 fois grand-mère en même temps. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère aujourd'hui? Si tu pouvais t'adresser à elle, là, tu sais qu'elle va l'écouter, ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Elle a tout le temps été présente, elle a tout le temps été patiente, elle a tout le temps été aimante, elle a tout le temps été encourageante. Elle nous a encadrés, elle nous a poussés, elle nous a soutenus, elle ne nous a pas jugés, jamais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus parfait que ça, quoi. Enfin, pour grandir. Enfin, en tout cas pour moi. Donc déjà, merci. Et que j'espère pouvoir apporter tout ça à mes filles. Tout en vivant cette vie de femme. Mon père aujourd'hui donc nous a quittés. Ma mère me dit m'a dit ce matin qu'elle avait l'impression que justement c'était la première fois que de sa vie qu'elle était seule avec elle-même et qu'elle se reconnectait finalement à elle-même. Mais elle avait 15 ans la dernière fois qu'elle était seule et qu'elle allait peut-être commencer à devenir une femme finalement. Maintenant il fallait qu'elle apprenne ça. Et je lui ai dit toi tu vas m'apprendre à être mère et moi je vais t'apprendre à être femme. Et enfin, c'est incroyable, quoi. J'ai envie de l'aider à construire les branches à l'intérieur d'elle-même pour que elle ait confiance dans le fait que ça va être magnifique, cette nouvelle vie seule, parce que vivre en tant que femme,
libre, c'est beau et c'est puissant. Et que la vie, là, lui offre ça quelque part. C'est bizarre à dire, mais j'ai envie d'être là pour lui donner confiance dans ce chemin qu'elle va entamer. Parce que si elle veut vivre heureuse, elle n'a pas le choix. Et je crois qu'elle l'a compris, qu'elle le sait.